Bien. Mes chers collègues, Monsieur le Directeur Général, nous entendons ce matin Monsieur Pierre-Marie Abadie, que le Président de la République envisage de nommer président de l'autorité de sûreté nucléaire en application de l'article 13 de la Constitution. Comme vous le savez, une telle nomination ne peut intervenir qu'après l'audition de la personne pressentie devant les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Auditions qui devront être suivies d'un vote. La proposition qui nous est soumise ce matin intervient dans un contexte particulier qu'il convient de rappeler. La loi 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre aux défis de la relance de la filière nucléaire, examinée au fond par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, a profondément réformé la gouvernance de la sûreté nucléaire. Au 1er janvier 2025, l'autorité de sûreté nucléaire absorbera l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, sera renommé Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Au-delà d'un changement sémantique, c'est une nouvelle étape décisive pour la sûreté nucléaire qui sera franchie. Si le Parlement approuve votre nomination, vous deviendrez le 13 novembre 2024 le dernier président de l'autorité de sûreté nucléaire et au 1er janvier 2025, vous deviendrez ensuite le premier président de l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, sans avoir à vous représenter pour cela devant le Parlement. Vous pourrez le rester jusqu'à l'issue de votre mandat, qui est, je le rappelle, de 6 ans. En parallèle, le Président de la République a indiqué en juin dernier envisager de vous confier une mission de préfiguration de la future ASNR jusqu'au 1er janvier 2025. La désignation d'un préfigurateur que nous appelions de nos vœux au Sénat ne fait pas l'objet d'un contrôle au titre de l'article 13 de la Constitution. Nous vous entendons donc aujourd'hui en tant que candidat à la présidence de l'ASN. Cette audition est publique, cette audition est ouverte à la presse et retransmise sur le site du Sénat. À l'issue de cette audition et après le départ du candidat, nous procéderons, mes chers collègues, au vote à bulletin secret. Je rappelle qu'il ne peut y avoir de délégation de vote et que le dépouillement sera effectué simultanément à l'Assemblée nationale et au Sénat. Votre audition devant la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire par nos collègues de l'Assemblée nationale eut lieu la semaine dernière, le mercredi 16 octobre 2024. Je rappelle également que votre nomination ne pourra intervenir si l'addition des votes négatifs de chaque commission représente au moins les 3/5 des suffrages exprimés dans les 2 commissions. Je cède sans plus tarder la parole à notre rapporteur Pascal Martin pour conduire votre audition. Vous pourrez ensuite nous présenter votre candidature et nous faire part de votre retour d'expérience en tant que directeur général de l'ANDRA et vos motivations avant de répondre aux premières questions du rapporteur. À l'issue de cet échange, mes collègues sénateurs vous interrogeront à leur tour, puis vous serez invités à leur répondre. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Directeur Général. Nous vous recevons ce matin pour l'examen de votre candidature proposée par le Président de la République en application de l'article 13 de la Constitution. Votre audition aurait initialement dû avoir lieu en juin dernier, mais la dissolution de l'Assemblée nationale a conduit à son ajournement. Vous avez acquis, au bénéfice d'une longue carrière au service de l'État, une appétence prononcée pour le secteur de l'énergie. Depuis 2014, vous occupez les fonctions de directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, un établissement chargé de la gestion pérenne des déchets radioactifs générés sur le territoire national, en veillant à leur sûreté et à la protection de l'environnement. La thématique de la prévention des risques est donc loin de vous être étrangère. Cette expérience au long cours est assurément un gage de garantie de votre technicité et de votre expertise sur le sujet du nucléaire. Ma première question est donc simple. Quel bilan dressez-vous de vos 10 années passées à la tête de l'ANDRA et notamment, dans quelle mesure estimez-vous que cette expérience pourrait être mise au profit de l'ASN puis de la ASNR, Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, au 1er janvier prochain? Comme je l'ai rappelé, la dissolution de l'Assemblée nationale a retardé votre audition par le Parlement et vous a ainsi empêché
faute de légitimité suffisante, d'endosser la mission de préfigurateur, le président l'a évoqué à l'instant, de la future ASNR que le Sénat avait appelée de ses vœux. Depuis le mois de juin, vous avez naturellement dû être attentif au projet de rapprochement des deux établissements, comme l'ont mis en lumière les auditions de messieurs Bernard Doroszczuk et de Jean-Christophe Niel à l'Assemblée nationale, qui se sont déroulées au mois de septembre dernier. De légitimes interrogations se font jour sur l'opérationnalité de l'ASNR au début de l'an prochain et sur d'éventuels conflits d'intérêts. Tout d'abord, la capacité de la future autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à être totalement opérationnelle à partir du 1er janvier prochain a été questionnée. Lors de votre audition la semaine passée devant la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, vous avez à cet égard fortement insisté sur la nécessité que l'autorité voie le jour à la date prévue par la loi du 21 mai 2024. Vous voyez dans cet horizon un impératif organisationnel dans la mesure où la sûreté nucléaire et les enjeux de long terme qui se dressent devant nous ne sauraient pas pâtir d'un quelconque temps mort, et vous en faites même une obligation morale à l'égard du personnel des deux établissements dont les carrières professionnelles sont désormais arrimées à une nouvelle structure. En d'autres termes, il s'agit demain d'écrire une nouvelle page de la sûreté nucléaire en France. Pour autant, il ne reste que moins de 60 jours ouvrés avant la sortie de terre, si j'ose dire, de l'ASNR, et ce délai particulièrement bref fait naître des craintes légitimes sur la capacité de l'autorité à remplir son office dès le 1er janvier 2025. Ma question, Monsieur le Directeur Général, est donc la suivante. Pouvez-vous nous détailler quel serait votre plan d'action à court, moyen et long terme pour permettre un fonctionnement normal et efficient de la future autorité administrative indépendante si vous étiez confirmé dans votre candidature? Deuxièmement, l'annonce de votre nomination a suscité de la part de plusieurs formations politiques des interrogations quant au risque de conflit d'intérêts pouvant naître de votre position stratégique et décisionnelle à la tête de l'ANDRA. Il était notamment question de la mise en œuvre du projet de stockage des déchets nucléaires dénommé CIGEO, initié par le gouvernement en 2006, puis conforté en 2016 et dont l'ANDRA est le maître d'ouvrage. Une demande d'autorisation pour ce projet est d'ailleurs en cours d'instruction à l'ASN. Il est légitime d'avoir des interrogations quant à votre capacité à vous déporter en tant que président de l'ASN et futur président de l'ASNR sur ce dossier. Pourriez-vous plutôt nous préciser quelle proportion des décisions d'autorisation d'exploitation soumises à l'ASN font suite à des demandes de l'ANDRA? Pourriez-vous également nous préciser, par type d'installation nucléaire, comment se répartissent les décisions et les instructions effectuées par les services de l'ASN? Je vous laisse donc, Monsieur le Directeur Général, répondre à ces interrogations en nous détaillant la manière dont vous envisagez d'éviter tout conflit d'intérêts entre ce qui deviendra vos anciennes fonctions et vos éventuelles nouvelles fonctions. Au-delà de ces deux points d'actualité consécutifs à l'annonce de votre candidature, il nous revient de passer au crible ce qui sera peut-être votre charge si votre nomination est approuvée par le Parlement pour les 6 prochaines années. La filière nucléaire a connu ces dernières années un rebond inédit et nous savons que les besoins vont continuer à s'accroître. Le rapprochement entre l'ASN et l'IRSN est source de grandes espérances, mais les défis sont immenses. Je les avais rappelés devant cette commission en janvier dernier, en tant que rapporteur sur le projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre aux défis de la relance de cette même filière. Il vous faudra, premièrement, réussir à fédérer autour de l'établissement le capital humain spécifique nécessaire pour répondre à nos besoins en matière de développement du nucléaire. Nous savons que les ressources techniques et scientifiques sont rares et les fuites de compétences nombreuses. Deuxièmement, le futur établissement devra venir au soutien des initiatives privées et notamment des start-up françaises afin de favoriser l'émergence de technologies de rupture qui permettront à la France de demeurer à la pointe de l'excellence dans le domaine du nucléaire. Troisièmement, et cette tâche est colossale, la nouvelle autorité devra répondre à ce que j'avais identifié dans mon rapport comme étant un des grands défis du siècle, celui de l'adaptation de notre parc nucléaire au changement climatique. La sûreté nucléaire nous oblige et ne peut souffrir d'aucune approximation. Quatrièmement, le nouvel établissement ne pourra faire l'impasse sur la programmation scientifique et vous aurez à définir de grandes priorités d'orientation pour ancrer l'autorité dans le temps long.
Face à ces enjeux sans précédent, j'aimerais que vous nous fassiez part, en synthèse bien sûr, de vos priorités stratégiques et de vos engagements. Pour mener à bien les chantiers qui l'attendent, la SNR devra être dotée des moyens de ses ambitions. En tant que rapporteur pour avis sur les crédits relatifs à la prévention des risques dans le budget 2025, je suis notamment chargé du suivi des financements de la SN et de la future ASNR. Le projet de loi de finances pour 2025 institue à cet égard un nouveau programme 235 relatif à la sûreté nucléaire et radioprotection rattaché à la mission écologie, développement et mobilité durable. Le gouvernement envisage de doter l'établissement pour l'année prochaine de 360 millions d'euros en autorisation d'engagement et 365 millions d'euros en crédit de paiement. Le président de Rodzuc a fait état d'un manque de 37 millions d'euros pour la SN devant l'Assemblée nationale. Il semblerait que le PLF ait redonné une marge de manœuvre plus favorable à l'établissement en couvrant ses besoins de financement à hauteur de 20 millions d'euros, ce qui laisserait encore, cependant, 17 millions d'euros à trouver. Ma question est donc simple, mais c'est la dernière, je vous rassure. Estimez-vous que ces ressources soient suffisantes pour assurer les nombreuses missions qui sont susceptibles de vous être confiées? Les dépenses de personnel, qui représentent les 2/3 des financements, vous paraissent-elles pertinentes? Et enfin, quelles attributions sont prévues pour couvrir les besoins de financement manquants? Alors que la filière nucléaire s'apprête à prendre un virage décisif pour sa pérennité et son efficience, je souhaitais insister sur l'ampleur de la tâche qui sera peut-être la vôtre très prochainement. Notre commission restera attentive à la mise en œuvre du futur établissement et à ses modalités pratiques de fonctionnement. Monsieur le directeur général, je vous remercie pour votre attention et suis tout à votre écoute pour répondre à mes questions. Bien, monsieur le directeur général, je vous propose de nous présenter votre candidature et de répondre aux questions du rapporteur. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je suis très honoré d'être enfin devant vous, devant cette commission pour cette audition. J'en mesure les enjeux et la responsabilité qu'a rappelé le sénateur Martin et également l'ampleur de la tâche en général et tout particulièrement dans le contexte de rapprochement entre la SN et l'IRSN. Dans ce propos liminaire, où je vais essayer de répondre aux questions du rapporteur, mais dont je pense qu'on continuera aussi dans la suite du débat, je vais tout d'abord me présenter, effectivement, présenter ce que je pense apporter à la SN, à la future ASNR, puis je développerai quelques principes forts qui me guident en matière de sûreté, parce que je pense qu'avant d'aborder la réforme, il faut aussi se replacer dans les enjeux de sûreté qu'a rappelé le rapporteur, et enfin je développerai les enjeux spécifiques de la réforme et tout particulièrement de son démarrage au 1er janvier. Alors tout d'abord, effectivement, je me présente devant vous à l'issue d'un parcours de haut fonctionnaire qui a commencé dans l'environnement et justement les risques industriels, vous l'évoquiez, qui est diversifié mais qui a toujours été au croisement de l'industrie et de l'action publique, mais du côté de l'intérêt général. Si je dois me livrer à l'exercice un peu immodeste de dire ce que je peux apporter à l'ASN et à la SNR, j'apporterai tout d'abord effectivement mon expérience de l'énergie et du nucléaire et de la maîtrise des risques, et ceci depuis plus de 17 ans en France et à l'international. J'insiste également sur cette dimension internationale. J'apporte aussi ma pratique des deux univers, l'univers de l'administration et l'univers des établissements publics, y compris de recherche. Et je crois que c'est particulièrement utile dans la perspective de la fusion, où au-delà des différences de métiers, des différences de culture, il y a aussi des différences de culture organisationnelle entre le monde d'un établissement public et celui d'une administration. Enfin, ensuite, sans venir de l'ASN ni de l'IRSN. Et d'ailleurs, sans même avoir été partie au projet de réforme, puisque ce n'était pas à l'exploitant que j'étais et que je suis encore aujourd'hui, de commenter et de dire comment il voulait que le régulateur s'organise. Et enfin, j'apporte une pratique du dialogue social en interne, et du dialogue avec l'ensemble des parties prenantes à l'externe et tout particulièrement avec le Parlement depuis plus de 25 ans, puisque avant d'être à l'Andra, j'ai été effectivement, comme vous l'avez dit, j'étais directeur de l'énergie et encore avant, j'ai été dans le secteur de la défense, donc je pense que ça fait près de 25 ans que je pratique le travail en commun avec le Parlement. Je profite de ce moment pour aborder bien évidemment la question que vous souleviez liée à mes fonctions actuelles à l'Andra. Et ceci en 4 points. Alors tout d'abord,
rappeler qu'avant d'être directeur général de l'ANDRA, je suis un haut fonctionnaire et un fonctionnaire qui a toujours été attaché à une éthique de haut fonctionnaire, qui passe par la rigueur de l'analyse, le courage de dire les choses, la nécessité de proposer des solutions et enfin la loyauté aux mandats qui me sont donnés. Et pour moi, ce ne sont pas des propos pompeux, mais vraiment ce qui m'a toujours guidé dans cette carrière de fonctionnaire depuis plus de 30 ans. Le deuxième point, c'est que l'ANDRA est également une agence particulière. Elle n'est pas porteur d'intérêt en tant que telle, elle est maître d'ouvrage, déléguée de l'État, et elle n'agit que dans le cadre des lois que vous avez votées et du cadre et du mandat que lui donne l'État, notamment au travers du PNGMDR. Et enfin, elle est porteuse de missions de service public. Elle est une agence d'appui au pouvoir public dans leurs décisions. Je n'en citerai qu'un seul exemple, c'est l'inventaire national que nous réalisons au profit des pouvoirs publics et des parties prenantes. Pour autant, bien évidemment, l'ANDRA est également exploitant d'installations nucléaires dans l'Aube, dans la Manche, et elle est exploitant du projet CIGEO qui est actuellement à l'instruction. Alors, ces situations, elles sont explicitement prévues dans le règlement intérieur du collège. Et je rappelle comment fonctionne la gouvernance de l'agence. Ce sont des services qui travaillent sous l'autorité du directeur général, aujourd'hui en instruction, demain en expertise et en instruction, qui montent des dossiers et qui, pour les décisions les plus importantes, les soumettent à un collège qui décide de manière collégiale. Et si un des commissaires est dans une situation de déontologie qui ne lui permet pas de débattre, le règlement prévoit explicitement son déport. Alors son déport, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne participe pas aux discussions préparatoires, il ne participe pas au débat et bien évidemment, il ne participe pas au vote. Ce qui fait que dans ce cas-là, c'est les 4 autres commissaires qui doivent tomber d'accord. Et d'ailleurs, ça signifie que ça nécessite des décisions consensuelles, puisqu'il faut au moins, dans ce cas-là, qu'il y en ait 3 sur 4 qui soient d'accord. Concrètement, cela signifie que je ne participerai à aucune des discussions et des décisions relatives aux installations et aux décisions qui concernent directement l'ANDRA. Je ne participerai également pas aux avis qui sont rendus sur l'actuel PNGMDR et les études qui ont été réalisées par l'ANDRA dans ce cadre-là, sachant que le PNGMDR actuel va s'achever, je crois, à l'horizon 2026. En tout cas, le nouveau doit démarrer en 2026. Un mot concernant l'instruction de CIGEO, bien évidemment. Elle est en cours et, comme vous le savez, c'est une instruction au long cours. Elle devrait donc se poursuivre jusqu'en 2028 avec la proposition d'un décret. Donc soit bien au-delà des 3 ans usuels qui s'appliquent aux règles de déontologie. Pour ma part, pour que les choses soient extrêmement claires, je compte appliquer le déport sur l'ensemble du mandat de 6 ans concernant CIGEO. Et donc je ne m'occuperai pas, je ne m'intéresserai plus au dossier CIGEO. Ce ne sera pas dans mon portefeuille, un autre commissaire s'en occupera. Il en va aussi de la clarté de la procédure d'instruction de CIGEO, dont vous connaissez l'importance. Enfin, et pour répondre au moins de manière qualitative à la question que vous posiez, qu'est-ce que ça représente en termes de décision, y compris en intégrant CIGEO? En fait, ça représente peu de décisions en termes d'expertise, d'avis et de décision. Je l'ai estimé à quelques pourcents, peut-être 1-2% de l'ensemble des expertises et avis qui sont rendus par l'IRSN d'une part et la SN d'autre part, si j'essaie de comparer avec des chiffres que j'ai pu trouver, même si on ne les compte pas, on n'a pas de statistiques totalement exhaustives. Voilà ce que je voulais dire pour ce qui est de me présenter. Avant d'aborder maintenant les questions de sûreté et puis les questions de la réforme, comme vous l'avez indiqué, je souhaite rappeler à tous les sénateurs que s'il y a eu préfiguration, en fait, il n'y a pas eu de préfigurateur à la suite de la dissolution. En effet, seule l'audition par votre commission pouvait me donner la légitimité de cette action. Et d'ailleurs, inversement, si j'avais commencé à travailler avec les équipes de direction, rencontrer les organisations syndicales, visiter les sites, et si pendant plusieurs mois je m'étais installé dans le paysage, cela aurait donné l'impression que je préemptais votre avis ce matin. Et donc, en accord et très clairement avec le ministre, à l'époque, avec qui j'avais exprimé le souhait que je passe rapidement devant les commissions, je n'ai pas exercé de mission de préfiguration. Pour autant, il y a eu préfiguration, elle a été conduite par les directions générales des 2 établissements. On y reviendra peut-être dans ce que ça a pu permettre de mettre en place, mais aussi les limites de l'exercice. Et surtout, et c'était important, sous l'autorité finale du collège actuel de l'ASN, en vertu de l'article 16 de la loi, qui prévoyait que c'était le collège qui prenait les décisions.
Donc concrètement, je n'aurai pas forcément réponse à tout. Je m'appuierai sur les données disponibles et ce que j'ai pu avoir comme information en suivant la préparation de la fusion depuis le mois de juin. Maintenant, quelques mots sur la sûreté. Je m'inscris forcément dans la continuité de mes prédécesseurs et je ne vais pas paraphraser ce que le président de l'ASN ou le directeur général de l'IRSN ou même le rapport de l'ASN sur l'état de la sûreté en France ont dit ces derniers mois et ces dernières années. Je soulignerai en revanche 6 enjeux ou principes qui me semblent, auxquels je suis très attaché et qui me semblent importants de souligner. Alors, premier enjeu, premier principe, la régulation, elle doit être forte. La régulation de la sûreté, elle doit être forte. Forte de son indépendance, portée par son président, par son collège, mais avant tout déjà par les lois et dispositions législatives qui ont été prises pour assurer l'indépendance de l'autorité. Elle doit être reconnue par ses pairs, en France et à l'international. Et elle doit être aussi légitime parce qu'elle écoute et qu'elle rend des comptes. Elle rend des comptes à ses pairs, elle rend des comptes aux parties prenantes, elle rend compte bien sûr au premier chef, au Parlement. Le deuxième enjeu, deuxième principe, c'est l'anticipation. Vous avez souligné, monsieur le rapporteur, les enjeux auxquels sont confrontées la sûreté. C'est un contexte inédit en termes de nouveaux dossiers à instruire, en termes de nouveaux projets, en termes d'innovation. Il y a donc des enjeux d'anticipation. La sûreté fait face aujourd'hui à des défis de long terme, parfois complexes au plan technique, allongement de la durée de vie des réacteurs, adaptation au changement climatique, vieillissement des usines du combustible. Cela suppose dès maintenant des travaux de recherche, d'acquisition de connaissances, bien évidemment chez les exploitants, mais également au sein de l'IRSN actuel et de l'ASN, et donc de l'ASNR demain. On peut parler du vieillissement des matériaux, du vieillissement des équipements non remplaçables, l'évaluation de l'adaptation nécessaire au changement climatique. Cela suppose aussi des temps de discussion nécessaires avec l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient représentantes de la société. Donc l'anticipation est un mot-clé. Troisième mot-clé, marge et cohérence. Le parc, vous le savez, il a été construit sur une période très courte, de manière standardisée. C'est une force, parce que ça apporte un retour d'expérience tout à fait remarquable, vu le nombre de réacteurs qu'on opère. Mais c'est aussi une fragilité qui a été rappelée depuis de longues années par les différents présidents successifs face aux incidents génériques, par exemple sur un palier. Maintenant, nous en avons fait l'expérience avec la corrosion sous contrainte, les événements autour de la corrosion sous contrainte. C'est donc un enjeu vraiment à prendre en compte. Un autre enjeu à prendre en compte, c'est les usines du combustible qui, vous le savez, ont connu des tensions en termes de capacité de production ces dernières années, avec des impacts sur l'ensemble du système et la cohérence de l'ensemble du système. Il faut donc, marge et cohérence, conserver des marges physiques en capacité de production et en termes d'entreposage des matières et des déchets, et des marges temporelles face au risque notamment de retard des grands projets. Quatrième enjeu, l'innovation. Vous l'avez évoqué également, monsieur le rapporteur. C'est une opportunité, mais c'est aussi un défi. C'est une opportunité, mais également un défi. Vous avez évoqué les petits réacteurs, les SMR, je pense qu'on y reviendra dans les questions. On peut évoquer l'intelligence artificielle, on peut évoquer également les nouveaux traitements médicaux. Ils peuvent poser des questions complexes, techniques, régulatoires et également éthiques. Elle nécessite donc, cette innovation, de travailler également différemment avec les start-up, probablement plus en amont des procédures d'autorisation, au fur et à mesure de leur développement, comme l'IRSN et l'ASN ont commencé à le faire. Cela suppose aussi de prévoir assez tôt les temps de débat nécessaires entre techniciens, mais aussi, une fois encore, avec la société. Et ce sera toujours avec une priorité qui doit être donnée à la sûreté, à la résilience et à la capacité de démontrer cette sûreté. Et donc parfois, je l'assume également, aussi une forme de conservatisme prudent face aux développements qui peuvent se faire dans ce secteur. Cinquième mot-clé, la performance. Face à un effort inédit de travaux et d'investissement, la filière doit être performante. La sûreté n'est pas l'ennemi de la performance. On dit de temps en temps la sûreté, la réglementation crée de la complexité. Comme exploitant, je peux témoigner que l'exploitant n'a pas besoin de la sûreté et du contrôleur pour faire de la complexité tout seul. C'est un effort collectif. La sûreté, par contre, fait partie de la performance. Et la filière doit gagner en qualité dans la conduite et la production et la conduite de ses projets.
car un projet qui se déroule bien, qui maîtrise ses coûts, c'est bon pour la sûreté. Des équipes qui sont bien dans leur poste, bien dans leur fonction, c'est bon pour la sûreté. L'autorité de sûreté donc devra continuer à promouvoir le déploiement de la culture de sûreté, de la qualité et de la bonne conduite des projets dans l'ensemble de la filière, y compris dans ses inspections, comme elle a commencé à le développer ces dernières années. Le dernier défi, c'est bien évidemment celui des moyens et des compétences. C'est bien évidemment un enjeu de budget, je pense qu'on y reviendra et j'en dirai un mot dans ma dernière partie, un enjeu de ressources humaines et d'attractivité. Mais c'est également être sur les bons sujets, sans pour autant ignorer les signaux faibles et les sujets émergents, et être sur les bons sujets au bon moment. Et j'y reviendrai plusieurs fois, il y a un vrai enjeu de programmation du travail au sein de l'IRSN ASN et donc de la SNR demain et en lien avec les exploitants pour être au bon moment sur les bons sujets et avec les bons moments de dialogue avec les exploitants mais également avec la société. Pour terminer sur ce point de généralité sur la sûreté, je terminerai en soulignant aussi les enjeux de radioprotection et de nucléaire de proximité. Je le souligne parce que c'est souvent un peu oublié dans les grands débats sur la sûreté et la production électronucléaire, mais les enjeux de radioprotection dans l'industrie, dans le médical sont essentiels. C'est un sujet de vigilance car cela concentre en fait une bonne part des incidents sur les personnes, souvent par défaut de culture de radioprotection. Ces enjeux, maintenant, une fois rappelés, j'en viens bien évidemment au projet de nouvelle autorité de sûreté. Ce n'est pas à moi de refaire un débat d'une fusion qui maintenant a été votée. Les deux modèles existent dans le monde, le modèle dual, le modèle intégré. Il y a différentes cultures qui sont mobilisées dans les différents moments de la vie d'une instruction et de l'autorité de régulation, mais au-delà des cultures et des histoires différentes, les valeurs sont néanmoins communes, et je crois qu'il faut commencer par là. L'intérêt général, la rigueur scientifique et technique, et la préoccupation constante de la sûreté et la transparence. L'enjeu, pour moi, c'est bien d'aller explorer les potentialités et les opportunités du modèle intégré, en termes de pilotage stratégique, pilotage opérationnel, en termes de gestion des compétences, de construction des parcours, tout en préservant les forces du modèle dual, notamment en termes de rigueur des processus d'expertise et de décision. Sans refaire le débat, je vais revenir sur les 4 sujets qui ont été beaucoup discutés dans le cadre de cette fusion et qui seront des enjeux de cette conduite du changement. Tout d'abord, la question expertise-décision. Ce n'est pas propre à l'ASN, à l'IRSN ou à la future ASNR. Je le pratique déjà au sein de l'ANDRA. L'instruction, c'est un processus de maturation, une sorte de colonne à distiller où chaque étage doit produire ce qu'il a à produire pour nourrir et prendre les bonnes décisions. L'expertise, elle doit avoir un mandat large, se conclure de manière formalisée et tracée. Elle doit pouvoir être challengée, notamment par les groupes permanents d'experts. L'expert doit dire la technique, pas la solution, et c'est pas facile. Culturellement, c'est pas facile pour un ingénieur ou un expert. Il doit dire toute la technique, les certitudes et les incertitudes et les enjeux liés aux incertitudes. Vient ensuite le temps de la préparation de la décision, et là, l'instructeur, il va s'appuyer sur l'expertise et intégrer d'autres enjeux que sont la faisabilité, la temporalité, la proportionnalité au risque. Pour que les choses se passent bien, il faut bien poser des processus clairs, bien tracés et proportionnés aux enjeux et à la complexité des questions. En fait, c'est assez consensuel. Et dans la préparation de la future organisation, ce que j'en comprends des discussions et des groupes de travail, c'est qu'en fait, le consensus s'établit rapidement sur ce point-là. Alors pourquoi y a-t-il encore des discussions? Mais c'est parce qu'au-delà des processus sur lesquels il faut être sans compromis, il y a aussi d'autres enjeux à adresser. La gestion des compétences, l'animation des communautés, la priorisation et la programmation stratégique des actions qui réunissent les experts et les instructeurs. Pour cette animation du collectif, on dispose de beaucoup d'outils et il ne faudra pas hésiter d'aller puiser dans la boîte à outils du management des organisations, aller explorer et expérimenter pour assurer une vraie animation de l'ensemble tout en étant très rigoureux sur l'articulation entre le temps de l'expertise et le temps de la décision. Le deuxième enjeu, et vous l'avez, monsieur le rapporteur, évoqué, c'est l'enjeu de la recherche. L'expertise se construit au contact et avec une recherche solide. Là aussi, à l'ANDRA, j'ai la pratique depuis la recherche, les experts, l'instruction, la construction de dossiers, jusqu'à la conduite de projet. L'expertise, elle se construit donc au contact de la recherche. C'est une force reconnue de l'IRSN, c'est un actif collectif
qu'il faut conserver et développer, mais ça fait également partie de la posture interrogative que doit avoir toute autorité de sûreté. Cette recherche doit être partenariale, attractive, y compris pour les doctorants. Mais il faut être conscient qu'avant même la réforme, la soutenabilité de la recherche à l'IRSN était questionnée, notamment par le HCERS dans son rapport d'évaluation de mars 2023. C'est une question préexistante à la réforme. Quelle priorité, quels moyens, quel partenariat? Il faudra donc construire une programmation scientifique de la nouvelle autorité, identifier les domaines matures. Un domaine mature, ce n'est pas forcément un secteur où on ne fait plus rien, mais où par contre l'enjeu de maintien des compétences est fort. Il y a ensuite des thèmes émergents sur lesquels il faudra renforcer, développer notre capacité de recherche. Et il faudra ensuite intégrer le nouveau contexte de la reprise du nucléaire, qui est quand même une évolution récente et dont on n'a probablement pas fini d'explorer toutes les conséquences en termes d'acquisition de connaissances. Et ensuite, en termes de programmation scientifique, il faudra également identifier les activités cœur de métier d'excellence à forte valeur ajoutée de la future ASNR et les domaines dans lesquels il faudra développer et structurer les partenariats qui existent déjà avec d'autres organismes qui sont plus leaders dans leur domaine, l'intelligence artificielle avec l'INRIA par exemple, ou certains domaines de l'environnement avec d'autres établissements. Pour ce faire, il faudra renforcer le conseil scientifique et s'appuyer aussi sur une fonction stratégique de directeur scientifique qui porterait la stratégie, la programmation scientifique, les partenariats et l'intégrité scientifique. Troisième sujet qui a fait débat, c'est le dialogue avec la société. En fait, il ne fait pas débat, ce sujet. Parce que le dialogue avec la société, c'est un pilier de la légitimité de l'autorité de sûreté. Et en la matière, il ne saurait être question de mise au pas, et d'ailleurs, ce n'est pas dans mon tempérament. Le dialogue avec la société, c'est tout d'abord une activité stratégique, à placer au plus près du collège et de la direction générale. Il doit nourrir la gouvernance stratégique sans s'y substituer, car une autorité indépendante ne peut pas partager sa responsabilité. Et ensuite, le dialogue est un tout. Le dialogue, c'est de l'information, c'est de la mobilisation des parties prenantes, c'est de la montée en compétences, c'est du dialogue et c'est de la concertation. Il est donc logique de rapprocher toutes ces composantes sans les fondre, chacune avec leur contribution, de façon à construire une feuille de route et une stratégie à l'échelle de la SNR en matière de dialogue. Donc là encore, en termes de méthode, ce que je souhaite, c'est pouvoir associer étroitement le HCTISN, qui est une institution qui marche bien, qui fonctionne bien, dans laquelle il y a des bonnes discussions, de l'associer à la démarche de construction de cette feuille de route stratégique à l'ensemble à l'échelle de la nouvelle ASNR, en identifiant les priorités, les modalités, les partenaires et les grands moments forts d'interaction. Car si le dialogue il est forcément continu, il s'articule aussi autour de quelques moments forts qui correspondent aussi à la vie des grands projets. Et dernier défi, bien évidemment, c'est le défi des moyens et des ressources humaines. C'est le sujet majeur, bien évidemment, dans la durée pour la SNR. Au-delà des enjeux de gestion de plusieurs statuts et de nombreuses familles de métiers, il s'agira d'objectiver les difficultés de carrière, de mettre en place des outils et l'animation d'une politique des ressources humaines moderne. L'enjeu, c'est donc de se doter rapidement, je pense dès la première année, d'un plan d'action en la matière, parcours de carrière diversifié, animation de la communauté des managers. Il faut pouvoir s'appuyer sur la chaîne managériale pour conduire ce changement, et gestion prospective des compétences et déploiement d'une marque employeur. Enfin, au-delà de ces enjeux, une attention toute particulière devra être portée au fonctionnement interne. Maturité du contrôle interne, performance des fonctions support, car la conduite d'un organisme de 2000 personnes n'est pas la même chose que celle d'une administration de 500 agents. J'en profite à ce stade-là, avant de conclure, pour revenir sur la question de la mise en place de la réforme au 1er janvier. J'ai suffisamment d'expérience comme directeur d'administration centrale, puis comme directeur général d'établissement public, pour ne pas sous-estimer les enjeux de fonctionnement. En revanche, et comme vous l'avez souligné, comme je l'ai dit à l'Assemblée nationale, et je le redis aujourd'hui, il faut tout faire pour démarrer au 1er janvier la SNR. C'est un enjeu, on le doit au personnel, parce qu'il souffre de l'incertitude au 1er janvier, mais encore plus de l'incertitude à moyen-long terme. Quelle organisation, quels enjeux, quelles priorités? Et pour ce faire, il faut vraiment une autorité commune, une équipe intégrée, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 2 directions, 2 établissements qui travaillent ensemble, avec des points positifs, avec des difficultés, et on ne réussit pas encore aujourd'hui à communiquer de manière unifiée vers l'ensemble des personnels.
C'est bien l'absence d'équipe de projet intégrée qui fait défaut aujourd'hui. Et un report ne ferait que prolonger ces incertitudes et cette difficulté. D'ailleurs, les avis des 2 instances représentatives du personnel, dans leur diversité, tout en rendant des avis défavorables, traduisent cet enjeu contradictoire. Du côté de l'IRSN, plutôt soulignant les difficultés opérationnelles, mais du côté de la CSAP et de la SN, soulignant le besoin d'aller rapidement vers la construction d'un projet commun. Alors bien évidemment, ça suppose d'assurer les fonctions essentielles de l'institution. C'est quoi les fonctions essentielles des institutions? C'est tout d'abord quand même assurer la sûreté et rendre les expertises, les avis et les décisions. C'est payer les salaires, encaisser et payer les contrats. Encaisser les recettes et payer les contrats. Le choix qui a été fait par le collège d'une organisation à minima par juxtaposition, en juxtaposant notamment les métiers, toutes les fonctions métiers, permet de limiter les effets qui se limitent au 1er janvier essentiellement aux fonctions comptables et procédures, aux fonctions comptables et RH. Et donc il y a un point essentiel auquel je suis attaché, c'est qu'il n'y a pas de fonctionnement dégradé pour la sûreté puisque les directions métiers sont juxtaposées et que les processus métiers sont préservés et maintenus. Et d'ailleurs, sur la question de la gestion de crise, on avance déjà dans un centre de crise unifié qui a déjà été testé ces dernières semaines et qui est d'ailleurs un premier gain de la réforme en termes d'opérationnalité. Quand je reprends la liste dite des incontournables qui ont été établis par les groupes de travail, je constate alors d'une part que dans les incontournables, il n'y a pas que des incontournables au 1er janvier. Il y a des sujets, le logo, les adresses, l'informatique, qui ne sont pas forcément des enjeux dès le 1er janvier. Non pas en disant ça, je ne dis pas que tout se passera bien, mais qu'on peut avoir un peu de difficultés informatiques pendant quelques semaines sans que ça n'empêche l'organisation de fonctionner. En revanche, ce qu'il faut s'assurer, que je le redis, c'est payer les salaires, encaisser les recettes et pouvoir payer les contrats et les factures. Ces sujets-là font l'objet de la mobilisation de tous. Chaque jour qui progresse voit les sujets avancer. Sur les plans comptables, il y a 3-4 semaines, il y avait des questions autour de l'agence comptable. À ma connaissance, ces sujets-là maintenant ont été résolus. Les décrets aussi ont bien avancé. Et donc, un test est prévu pour ce qui est de la paye au mois de décembre pour s'assurer que ça fonctionne bien au mois de janvier. Et donc, on doit pouvoir démarrer au 1er janvier. Et d'ailleurs, ce sera une de mes premières tâches que de vérifier que tout est bien en place et qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir bien démarrer au 1er janvier. La dernière question pour démarrer au 1er janvier, c'est bien évidemment la question budgétaire que vous évoquiez. Je n'ai pas forcément les toutes dernières informations, mais je confirme effectivement l'analyse que vous aviez. D'une part, l'alerte qu'avait soulevée le président de Eurosux sur les 37 millions. Et d'ailleurs, c'est la force d'une AI, d'une autorité administrative indépendante, de pouvoir vous interpeller quand elle n'a pas les moyens de la mission qui lui a été confiée. Ce que ne peut pas faire un établissement public, comme l'IRSN aujourd'hui, qui est forcément tenu à la loyauté et au respect des arbitrages internes de son ministère de tutelle. 20 millions de supplémentaires ont été mis, c'est un effort qu'il faut quand même souligner. Il en reste donc forcément 17. Ma compréhension, c'est que ce serait potentiellement réglé par un rescrit sur le régime fiscal qui est en cours de travail et qui doit être résolu dans les toutes prochaines semaines. En tout cas, je resterai bien évidemment vigilant, d'une part, soit à l'aboutissement de ce processus-là, soit à trouver des mesures palliatives. Je vais maintenant arriver à ma conclusion. Et pour conclure, ce que je souhaite, c'est, en m'adressant à vous aussi, c'est m'adresser aussi au personnel de l'IASN et de l'IRSN, comme je l'ai fait à l'Assemblée nationale. Ils nous écoutent aujourd'hui et je comprends leurs inquiétudes. Si vous confirmez ma nomination au 1er janvier, nous serons tous nouveaux au sein de l'ASNR. Certes, administrativement, c'est l'ASN qui va, comme vous le disiez, Monsieur le Président, absorber l'IRSN, mais au 1er janvier, on sera tous nouveaux au sein de l'ASNR. Chacun avec son parcours, ses métiers, ses inquiétudes, ses attentes, mais au service d'une mission commune qui doit nous guider tous les matins, c'est la sûreté et la radioprotection. Mon souhait pour cela, donc, c'est de passer du pourquoi on a engagé cette réforme, à pourquoi, pour faire quoi. Et ceci à 1, 2, 4, 6 ans. L'ambition, c'est quoi ? L'ambition, c'est bien évidemment l'indépendance et la reconnaissance de la nouvelle autorité, force de ses différentes contributions. Ça passera par la compétence, par la rigueur, par l'efficience des méthodes de travail et la capacité à mener les bonnes discussions en interne, les bonnes disputatio.
ça supposera d'être aussi sur les bons sujets au bon moment, et j'insiste sur l'enjeu stratégique et programmatique. Et enfin, au plan humain, l'ambition à l'horizon de ce que pourrait être mon mandat, c'est que nous formions un collectif dans la diversité de nos cultures. Cette démarche, elle sera forcément progressive. Sur la première année, tout d'abord s'assurer que ça fonctionne bien, disposer d'une organisation pérenne à l'horizon de la fin de la première année, avec des processus robustes et avec une première priorité donnée au plan d'action en matière de ressources humaines. Plutôt à l'horizon de 2 ans, pour la SNR, disposer d'une stratégie sur la recherche notamment, sur le dialogue avec la société, avec des feuilles de route claires. Et probablement à plus long terme, à 3-4 ans, il sera nécessaire de revenir sur les questions d'organisation et de faire des ajustements fort des premières expérimentations, parce que ma conviction, et je l'ai toujours pratiquée, c'est que les organisations sont vivantes et qu'elles doivent bouger, évoluer régulièrement. Aujourd'hui donc cette audition, et je termine par là, avec cette audition je ne demande pas un chèque en blanc, et je compte bien, comme l'a prévu la loi, rendre compte régulièrement à votre commission ainsi qu'à l'OPEXT. J'ai essayé de répondre, monsieur le rapporteur, à vos questions et je suis à la disposition des questionnaires des commissionnaires. Merci. Merci à vous pour cette présentation. Je vais donner la parole à mes collègues. Je vais donner la parole à Josua Auchard. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Directeur Général. La politique énergétique de la France et notamment l'avenir de notre filière nucléaire a connu des bouleversements, pour ne pas dire des revirements, sous les quinquennats précédents et même sous le quinquennat actuel. Bien que le nucléaire soit une pierre angulaire de notre indépendance énergétique, nous avons assisté à des décisions contrastées, notamment des annonces de fermeture de réacteurs suivies d'un retour en grâce partielle. Nous avons toujours défendu une politique énergétique forte, axée sur la souveraineté et le soutien massif à l'énergie nucléaire, qui est selon nous une solution d'avenir face à la crise climatique et aux défis d'approvisionnement. Merci pour la présentation de votre parcours. Je suis sûr que votre expérience sera bénéfique pour la suite à la RSNN. Cependant, nous craignons que la poursuite des politiques actuelles sous l'impulsion d'Emmanuel Macron n'entraîne encore des hésitations ou des demi-mesures qui affaibliraient notre parc nucléaire. Comment pouvez-vous nous garantir que sous votre direction à la SN, nous éviterons une politique de stop and go qui compromettrait la relance nucléaire? Quelles actions concrètes et fermes comptez-vous prendre pour assurer la sécurité, l'efficacité, mais aussi la continuité de cette filière stratégique, tout en évitant les décisions influencées par des tendances politiques changeantes? Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à Gilbert-Luc Deminaz. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur Abadi pour votre présentation. Vous nous avez donné de nombreux éléments lors de votre audition à l'Assemblée nationale, que nous avons aussi suivis. Et votre propos liminaire ici au Sénat l'a complété. Ce que je comprends sur vos explications, c'est qu'au 1er janvier, on ne changera rien, que l'organisation de la fusion est devant nous. Donc vous allez prendre le train en marche, c'est un côté un peu périlleux. Si j'ai bien compris aussi, les groupes de travail pour préparer la fusion fonctionnent dans 2 organismes, peut-être au détriment des tâches quotidiennes des agents actuels, mais elles semblent demeurer dans l'impasse, surtout considérant la question de la répartition d'expertise et de la décision. Alors j'ai une série de questions. Êtes-vous en contact avec les 2 directions? Et comment ça se passe? Comment cette fusion opérationnelle va-t-elle se passer? Combien de temps va durer le régime transitoire de juxtaposition? Comment imaginez-vous l'organe de gouvernance au sein de l'ASNR? Comment envisagez-vous la construction d'une culture commune de ce futur organisme? Devra-t-on réduire nos ambitions de sûreté, d'expertise et de recherche pour réussir cette fusion? Et puis, vous l'avez dit vous-même, il y a des personnels, il y a des femmes et il y a des hommes qui sont légitimement inquiets. Comment allez-vous insuffler une dynamique collective? Comment remobiliser les équipes? Quelle garantie pour protéger le statut des agents de droit public? Quelle assurance de souplesse pour ceux qui étaient sur des fonctions agiles au sein de l'IRSN? Bref, comment me rassurer ou nous rassurer alors qu'on est à moins de 50 jours et que d'ici là, rien ne changera, sauf le système que nous connaissions et qui, tout compte fait, fonctionnait très bien. La parole est à Sébastien Fagna. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général.
Cela a été rappelé à l'instant par notre collègue Gilbert-Luc Devinaz. Nous avions manifesté des réticences fortes, c'est un euphémisme, au moment des débats autour de ce projet de fusion, étant entendu que les gains d'efficacité prévus par le rapprochement et la fusion des deux entités apparaissaient particulièrement incertains, quand l'incertitude de cette fusion était quant à elle acquise, et malheureusement la succession des faits depuis l'adoption de la loi nous donne raison, pardonnez-moi de le dire de cette façon, pour des événements dont vous êtes et dont nous sommes pour notre part totalement étrangers, mais la dissolution est venue percuter de plein fouet le calendrier évidemment de la préfiguration de la constitution de cette nouvelle entité née de la fusion de l'IRSN et de l'ASN. En témoigne notamment les derniers épisodes en date où des rapports qui devaient nous être transmis par le gouvernement au plus tard au 1er juillet 2024 ont été transmis le 18 octobre dernier. Nous sommes à la fin du mois d'octobre. Au 1er janvier prochain, la SNR devra être opérationnelle, même si le chantier ne sera évidemment pas achevé. Mais à la lecture de ces deux rapports, des zones d'ombre, et pas des moindres, demeurent persistantes. La première concerne l'état d'avancement des incontournables autour de la nécessité d'avoir cette entité opérationnelle au 1er janvier. Le rapport les recense, mais n'apporte aucun élément concret quant à l'avancement aujourd'hui acquis. Le second porte, et vous l'avez évoqué dans vos propos liminaires, sur les ressources publiques qui aujourd'hui apparaissent insuffisantes pour que cette fusion soit réussie. Nous avions alerté lors du débat parlementaire sur la nécessité d'avoir les moyens idoines. Le ministre Béchu à l'époque avait tenté de nous rassurer. Nous ne le sommes pas aujourd'hui, encore moins, me direz-vous, et plus encore dans ce contexte budgétaire que nous connaissons au moment où nos collègues à l'Assemblée nationale abordent les débats autour du projet de loi de finances. Et le modèle de sûreté nucléaire à la française ne peut supporter aucune économie d'opportunité, quoi qu'il arrive, au paysage budgétaire que nous connaissons aujourd'hui. C'est un secteur stratégique sur lequel nous ne pouvons d'aucune manière transiger quant au financement qui lui serait alloué, et plus encore dans ce contexte de fusion. Gilbert-Luc Devinaz a évoqué à plusieurs reprises, et à juste titre, les inquiétudes formulées par le personnel. Et j'aurais une seule question, puisque vous avez vous-même rappelé tout à l'heure la singularité de la mise en œuvre de cette fusion avec une préfiguration sans préfigurateur. Et loin d'avoir de notre côté, mais je pense pour chacun d'entre nous, un fétichisme calendaire quant à une fusion aboutie au 1er janvier 2025, existe-t-il un scénario à ce jour, au regard des zones d'ombre persistantes et inquiétantes qui demeurent, pour qu'une fusion de l'ASN et de l'IRSN soit reportée d'une année et que l'année 2025 ne soit pas, dans le cadre de ce report, une année de procrastination, loin s'en faut, mais bien une année de préfiguration avec potentiellement un préfigurateur que vous seriez pour mener à bien tous les chantiers qui aujourd'hui restent sans réponse. Je vous remercie. Merci. On va terminer cette première série de questions par... je donne la parole à Jocelyne Antoine. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Je vais être très bref puisque l'excellent rapporteur Pascal Martin a posé la question que je m'étais préparée à vous poser. Donc je suis sénatrice de la Meuse, mais nous nous connaissons puisque l'Andra est un acteur présent sur notre territoire depuis de nombreuses années. Ma question portait en fait sur les éventuels conflits d'intérêts entre vos actuelles responsabilités au sein de l'Andra et votre éventuel poste de président de l'ASNR, si vous étiez confirmé demain, mais vous y avez largement répondu. J'ai bien noté que vous vous déporteriez sur les décisions qu'il y aura à prendre sur le projet d'exploitation CIGEO, et que vous iriez au-delà de la période de réserve de 3 ans qui vous est imposée, mais que vous vous appliqueriez cette obligation pendant les 6 années potentielles de votre mandat. Donc voilà, j'ai eu les réponses à mes questions, mais voilà. Merci Monsieur le Président. Je vous donne la parole. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors tout d'abord, je vais répondre dans l'ordre, en fait. Tout d'abord, pour répondre aux questions du sénateur Auchat, qui soulève en fait les questions d'articulation entre politique de la sûreté et entre sûreté et politique énergétique. En fait, très clairement, le mandat de l'ASN et de la CNR, c'est la sûreté. C'est la sûreté, toute la sûreté et rien que la sûreté. Donc, il ne revient pas donc au président de l'ASN ou de la SNR demain de donner une appréciation sur la politique énergétique du pays. C'est vrai en termes de production, c'est vrai en termes de politique de cycle. Pour autant, sa responsabilité, c'est d'éclairer les enjeux de cette politique énergétique au regard de la sûreté et de la radioprotection. Et il doit le faire d'une voix forte, en s'exprimant sur les enjeux que peut poser cette politique énergétique. Je vais en reprendre quelques-uns sans être forcément exhaustif et un peu en reprenant aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, mais sous un angle différent qui est celui de la politique énergétique. Si ce n'est pas au président de l'autorité de sûreté, ni au collège, ni à la SN de dire ce que doit être la politique énergétique du pays, il doit en souligner les enjeux. Un premier enjeu, c'est bien évidemment, prenons le prolongement de fonctionnement des installations nucléaires actuellement en fonction, l'anticipation des enjeux que peut poser cette prolongation de durée de vie. On a passé les 40 ans, on va vers les 50 ans, et il faut commencer à réfléchir à ce que seraient les enjeux si on souhaitait aller au-delà de 60 ans. Il ne s'agit pas de dire s'il faut le faire ou pas le faire, mais par contre, il faut dire très fortement et très en amont les enjeux que cela peut poser en termes de sûreté d'aller au-delà de 60 ans. Et ceci, pourquoi? Toujours avec le même souci qui est de ne jamais mettre ni l'autorité de sûreté ni les pouvoirs publics devant la décision ingérable de savoir s'il faut arrêter, s'il faut choisir entre la sécurité d'approvisionnement ou la sûreté. Il ne faut jamais être dans cette situation-là. Donc ça suppose de l'anticipation sur les enjeux de prolongation de durée de vie. C'est la même chose sur les usines du cycle. Les usines du cycle, elles sont vieillissantes. On sait que pour certaines d'entre eux, il y a des enjeux de rénovation. Je pense aux usines de La Hague. Pour certaines d'entre elles, il y a même des enjeux de reconstruction à terme. Je pense à l'usine Melox. Là aussi, il y a des enjeux d'anticipation et de préparation et de documentation des enjeux. C'est une question technique, mais c'est aussi une question aussi de temps pour le débat et la discussion qu'il faut aussi prévoir. Le deuxième enjeu que doit souligner une autorité de sûreté, je le disais tout à l'heure, c'est l'enjeu des marges. Il faut conserver des marges au système face aux risques génériques sur un palier de réacteurs, mais aussi face à la capacité de gérer les entreposages de matières ou de déchets sur le territoire national en fonction des aléas possibles de fonctionnement des usines. Là aussi, on a pu voir l'impact que pouvaient avoir les dysfonctionnements de Melox et les incertitudes sur la politique énergétique, sur les besoins d'entreposage. Je pense notamment à la question du besoin, quel besoin et à quel horizon de temps de la piscine centralisée pour les combustibles usés. Il y a un enjeu de cohérence également en la matière. Et puis enfin, si on parle d'innovation et de nouveaux réacteurs, il y a un enjeu aussi à embarquer au plus tôt les enjeux de sûreté, les enjeux de gestion de déchets, et ceci au plus tôt dans le processus. Pour répondre à la question de Monsieur le sénateur De Vinaz sur la préparation de la réforme et de la fusion. Les groupes de travail qui étaient intégrés entre les deux directions, ils ont travaillé, hein. Ils ont identifié beaucoup de sujets, il y a beaucoup de choses qui se sont préparées. Donc on ne peut pas avoir non plus un bilan totalement négatif de ce qui a été fait. Il y a énormément de travail et il faut rendre hommage aux équipes qui ont travaillé dans des conditions qui n'étaient pas faciles pour avancer sur les sujets. Ce qui manque fondamentalement, maintenant, c'est une autorité commune, une conduite commune et intégrée du changement, un dialogue commun avec l'ensemble des personnels et simultané des deux côtés. Et c'est pour ça que j'insiste sur l'enjeu du 1er janvier. L'enjeu du 1er janvier, c'est bien de basculer dans une autorité commune. Vous posiez la question de la gouvernance. La gouvernance, ça sera simple. Il y aura un directeur général des services et un COMEX qui devra être équilibré et traduire la diversité des métiers de l'agence. De l'autorité, pardon, sous l'autorité d'un collège au-dessus qui prend les grandes décisions stratégiques. Le collège, il est dépositaire des grandes décisions et des orientations stratégiques.
Et le fait que ce soit un collège, d'ailleurs, assure cette collégialité de la décision. Le collège, il sera avec des profils variés. Il y a un médecin, il y a quelqu'un qui est issu plutôt de l'IRSN, il y a un autre commissaire qui a connu l'ASN, l'IRSN. Il y aura, si vous acceptez et validez ma nomination, il y aura moi-même avec un autre bagage. Cette richesse du collège, dans sa diversité, c'est important. Ce sera ça la gouvernance de l'agence, et elle pourra conduire vraiment, je dis ici de l'agence, de l'autorité, et ça pourra vraiment, c'est ça qui permettra vraiment de conduire le changement. Maintenant, est-ce qu'on est dans l'impasse? On n'est pas dans l'impasse. Le choix qui a été fait, ça a été fait de faire une organisation à minima où l'on rassemblait et on fusionnait les directions support communes, les RH, les relations internationales, les activités financières, tout en maintenant les métiers juxtaposés. Parce qu'il y a l'expertise, il y a la recherche et il y a l'instruction. C'est bien ça qui a été fait. Et c'est ça qui permet aussi au processus, qui distingue bien expertise et décision, d'être opérant dès le 1er janvier. L'enjeu d'ici le 1er janvier, c'est de résoudre les questions de fonctionnement, d'intendance, et notamment les plus prioritaires que j'évoquais, qui étaient le paiement des salaires et les fonctions comptables. Là aussi, pour assurer cela, on a fait le choix de la simplicité, on maintient les systèmes informatiques comptables de l'IRSN, de l'ASN, et on s'assure juste que l'un peut déverser dans le dispositif comptable public au 1er janvier. Donc tout ça est totalement accessible pour fonctionner correctement et ensuite engager la conduite du changement. Les statuts sont préservés. Statut de contractuel de droit public, de droit privé, et statut de fonctionnaire. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans mon propos liminaire, mais je le redis, l'enjeu n'est pas de gérer ces statuts divers. Il y a plein d'institutions publiques qui gèrent des statuts divers. La fonction publique, déjà pour commencer, avec la diversité de ses corps, mais la plupart des agences, des opérateurs de l'État ont des statuts divers de fonctionnaires, de contractuels. Il existe même des établissements qui ont des contractuels de droit public et de droit privé qui cohabitent. Non, l'enjeu, c'est au-delà de cette gestion, de ces dimensions gestionnaires, ça sera vraiment de construire, et ça c'est un enjeu dans la durée, une politique des ressources humaines qui soit intégrée à l'échelle de l'ensemble de l'autorité dans la diversité des statuts. Vous parliez de réduction d'ambition et il n'en est pas question. L'enjeu c'est bien d'avoir une autorité qui sera plus forte et c'est quand même un beau projet à la fin. Au-delà des débats, au-delà des enjeux qui ont été soulevés pendant les débats préparatoires et à l'Assemblée et au Sénat, c'est un beau projet. Ça sera une des autorités les plus fortes, en termes d'effectifs, en termes de parcs contrôlés, forte en termes de recherche, en termes d'expertise et en termes de diversité des cultures et des savoirs. Donc à la sortie, c'est incontestablement un beau projet. Et c'est ça qu'il faudra réussir à conduire et auquel il faudra faire adhérer. Ça m'amène à la question de cultures et valeurs. Vous me demandiez comment en faire une culture unique. Je pense que l'ambition n'est pas de faire une culture unique, parce que chacun va arriver avec sa culture, commune. Oui, effectivement, c'est pas la même chose, et je pense que c'est avant tout un enjeu d'avoir des valeurs communes. Et je suis convaincu qu'à un moment, ce ne sera pas le sujet de la première année, parce que la première année, on va s'occuper de l'organisation pérenne, de faire fonctionner la maison. Mais à moyen terme, il y aura un enjeu à travailler sur des valeurs communes, parce que chacun venant avec sa culture, avec aussi sa posture quand il opère. Un expert n'est pas dans la même posture qu'un instructeur ou qu'un chercheur. Donc, dans cette diversité des cultures et des postures, il y a des valeurs communes. Et c'est cela qu'il faudra travailler, parce que c'est aussi dans ces valeurs que l'ensemble des personnels se reconnaîtront. Pour répondre à la question du sénateur Magnin qui revenait sur les enjeux et les zones d'ombre au 1er janvier, et est-ce qu'il faut reporter, au-delà de l'enjeu managérial que j'évoquais, qui est que je suis convaincu que c'est essentiel pour tout le monde de démarrer dès le 1er janvier. Si je reprends la liste des incontournables, qui sont quand même les sujets sur lesquels les équipes ont travaillé, et il y a beaucoup de monde dans ces groupes de travail, dans cette douzaine de groupes de travail. Je répète, d'une part, il y a beaucoup de questions opérationnelles qui se traiteront
dès lors qu'on aura assuré les nominations en cascade des directeurs, des chefs de service, etc. D'autant plus qu'une très grande partie de la future ASNR, les personnels ne changent pas de fonction, ne changent pas de chef et restent, pour les métiers en tout cas, dans les mêmes organisations. Donc pour démarrer au 1er janvier, il faut des délégations de signature, des affectations des personnels. Ça c'est relativement simple, ça se fera dans les quelques semaines qui arrivent, soit automatiquement pour ceux pour lesquels il n'y a pas de changement de métier et changement de direction, et pour les quelques-uns qui correspondent à de nouvelles directions qui se créent, ben là il y aura des nominations à faire dans les toutes prochaines semaines de directeurs, de chefs de service, pour assurer l'ensemble de la chaîne de nomination. Je le répète, la quasi-totalité des personnels seront dans les mêmes fonctions avant et après. On a identifié, les équipes ont identifié ceux pour lesquels il n'y a pas forcément de poste dans lesquels ils se retrouveraient automatiquement et pour lesquels il y a une discussion à avoir. À ma connaissance, on parle d'une trentaine de personnes sur 2000 personnes. Donc c'est clairement, ce volet RH est un volet extrêmement ciblé qu'il faut traiter avec équité et de manière très opérationnelle, mais c'est quand même limité à l'échelle de l'ensemble de la future organisation. Sur les aspects comptables, comme je le disais, on conserve les systèmes comptables des deux maisons. L'enjeu principal, c'est de mettre à disposition l'agence comptable de l'IRSN au service de ce qu'on appelle le CBCM, qui est le contrôleur budgétaire du ministère de l'écologie. Là aussi, c'était un sujet compliqué il y a quelques semaines, mais c'est un sujet, à ma connaissance, qui maintenant est réglé. Les décrets, à ma connaissance, là aussi, ils ont bien avancé. Et les autres sujets qui sont identifiés, courrier, téléphonie, informatique, système d'information, ce sont des sujets qui vont se construire progressivement, mais qui sont des sujets importants, mais qui ne sont pas des sujets de démarrage au 1er janvier. Et donc on peut les traiter progressivement dans les semaines qui suivent. Disant cela, je ne dis pas qu'il n'y aura pas des petites difficultés à gauche et à droite sur la circulation des courriers ou la mise en place d'une adresse mail unique ou d'autres sujets que je n'aurais pas forcément identifiés et qu'on regardera de près dans les prochaines semaines. Mais c'est au regard de l'enjeu en face de démarrer et de mettre en place une gouvernance unique et une conduite de projet unique, il n'y a pas photo qu'il faut démarrer au 1er janvier. Et assurer, je le répète, qu'on paye les gens, qu'on encaisse les recettes et qu'on paye les factures. Merci. Je vais donner la parole à Guillaume Chevrollier. Je me rends compte, je n'ai pas rebondi sur ce que Madame la sénatrice Antoine avait dit parce que ça a été évoqué en propos liminaire, mais juste réaffirmer effectivement que sur CIGEO, je me déporterai, et que sur tous ces enjeux de sûreté propres à CIGEO, mais aussi au transport, dont je sais que sur le territoire, c'est un sujet de vigilance. Le cadre, il préexiste. Le cadre des transports de matières radioactives, il préexiste à mon arrivée et c'est un cadre général sécurisant qui continuera à être appliqué. Merci. La parole est à Guillaume Chevrollier. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Bon, compte tenu de votre parcours, incontestablement, vous êtes un expert du nucléaire prêt à assumer les responsabilités à l'ASN puis à la SNR. Moi, je voulais connaître votre vision, enfin comment voyez votre future action sur des questions de surveillance et de sécurité dans un monde avec les menaces géopolitiques que nous connaissons, les ingérences et les attaques étrangères. Donc, quelles mesures l'ASN met en place pour renforcer la sécurité de nos installations nucléaires face à ces menaces contemporaines et puis également sur un point plus particulier sur les cyberattaques. Dans le même ordre d'idée, sur des questions de transparence et de communication, le nucléaire fait toujours l'objet, même s'il est revenu dans le débat public, dans le cadre de la décarbonation, mais il est toujours victime d'un certain nombre d'attaques. Donc, comment vous voyez votre action pour améliorer encore la transparence et la communication avec le public concernant des incidents nucléaires et des risques potentiellement associés à un certain nombre d'installations? Et enfin, troisième question, mais vous l'avez abordé, l'action que vous entreprendrez, les actions que vous entreprendrez pour l'attractivité des métiers de la filière du nucléaire qui a subi des revers ces dernières années. Merci. La parole est à Martha de Cidrac. Merci, Président. Monsieur le Directeur,
je vais m'inscrire un petit peu dans la continuité des questions qui vous ont été posées, notamment celle de mon collègue Guillaume Chevrollier sur le volet sécurité, cyberattaque potentielle. Vous avez répondu à un certain nombre des questions de notre rapporteur, que je remercie pour ce travail et d'avoir partagé avec nous toutes ces réflexions et tous ces questionnements. Si votre nomination est confirmée, monsieur le directeur, comment allez-vous garantir en réalité, parce que je n'ai pas de doute sur votre capacité de remplir votre mission au regard de votre présentation faite ce matin et au regard de votre motivation, mais comment allez-vous assurer que nous n'ayons pas de période, pardon, je vais le dire comme ça, de tuilage trop longue, trop compliquée peut-être au regard d'un certain nombre de questionnements qui vous ont été posés par certains de nos collègues. Comment allez-vous répondre à ce que vous avez vous-même défini comme l'intégration d'une équipe, des projets intégrés, des enjeux de fonctionnement, mais dans l'immédiateté de la, je dirais, première année, mais peut-être quelques mois, puisque nous sommes bien dans un domaine qui ne tolère pas, qui ne supporterait pas un temps de latence sur des sujets aussi importants pour nos concitoyens et pour nous tous. Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à Marie-Claude Varayas. Oui, moi je voudrais rappeler, bon, vous avez répondu à pas mal de questions que j'envisageais de vous poser, mais je voudrais rappeler quand même qu'en France, la séparation stricte de l'expertise et du contrôle en matière de sûreté nucléaire est une conséquence des suites de Tchernobyl afin de restaurer la confiance du public dans le système de gestion des risques nucléaires. Alors les craintes évoquées particulièrement au sein de l'IRSN par le personnel que nous avons auditionné et les syndicats sont de plusieurs ordres, mais portent notamment sur l'inquiétude d'aboutir à une dilution de l'indépendance et de la rigueur de l'expertise scientifique. Par ailleurs, l'IRSN relève du droit privé dans une structure qui est l'ASN, qui compte pour sa part environ 500 fonctionnaires. Pour sa part, à l'époque, le Sénat a défendu une séparation entre les deux fonctions pour garantir l'indépendance de l'expertise scientifique. À l'issue de la commission mixte paritaire, puisque l'Assemblée nationale n'était pas tout à fait sur la même ligne, à l'issue de la CMP, les parlementaires ont souhaité que les missions d'expertise et de décision soient clairement distinguées au sein de chaque dossier, sans pour autant recréer deux pôles totalement indépendants. Monsieur Abadi, moi, alors que le calendrier de cette fusion était prévu pour le 1er janvier 2025, une date qui a été jugée irréaliste par les syndicats, vous avez annoncé que l'année 2025, et à juste titre, serait une période de transition avec une mise en place progressive de l'organisation au sein de la future ASNR. Il s'avère que le rapport technique et humain prévu par la loi est censé détailler les modalités de cette fusion, n'a pas encore été publié, et comme cela a été évoqué, avec un bouclage budgétaire qui semble problématique. Alors bon, c'est pas franchement une question que je vais vous poser, mais j'ai envie de vous dire, dans ce contexte quelque peu difficultueux, votre challenge, et vous en avez énoncé les enjeux, reste de mettre en place cette nouvelle entité, tant sur le plan de l'intégration du personnel et de la gestion des ressources humaines, qui revêt un caractère dans cette nouvelle structure particulièrement important, que sur les aspects financiers et budgétaires qui ont été évoqués, et précisément tout cela au moment où l'État relance le nucléaire, les EPR et aussi les SMR. La parole est à Ronan Dantec. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais tout à fait dans le sens de Marie-Claude Varayas. Peut-être qu'en quelques mots, on se met un peu à votre place de votre premier discours de directeur. Comment vous allez passer le message à ceux qui portent l'expertise, qui n'ont pas à intégrer la décision qui est de votre responsabilité? C'est quoi les mots simples pour dire allez-y, faites absolument abstraction des décisions que nous prendrons dans votre expertise? C'est vraiment ce message-là. On a beaucoup parlé dans le débat autour de la loi des enjeux de triangulation. On a un peu besoin d'avoir une idée des mots simples que vous allez utiliser pour dire faites abstraction de la décision dans l'expertise.
Et ça, c'est, je pense, quand même l'élément de crainte principal aujourd'hui. Ma deuxième question est que ça va très très vite quand même hein, sur le nucléaire et l'électricité dans ce pays. On a à peine relancé le programme qu'on a déjà un stock de centrales sur les bras qu'on n'arrête plus d'arrêter parce qu'on a trop d'électricité. Ce qui veut dire que à partir du moment où on relance un programme EPR, on va pas avoir moins d'électricité, là on va mettre 10 gigas d'éolien offshore rapidement en plus. Donc l'idée de départ qui était de garder le plus longtemps possible tout le parc existant apparaît de moins en moins nécessaire, voire possible, parce que s'il y a trop d'électricité sur le réseau, ça disjoncte. Donc ma question c'est, et c'est vraiment une question à mon avis essentielle aujourd'hui, où la SNR sera évidemment concernée. Dans les avis que vous allez donner sur le grand carénage centrale par centrale, quels sont d'après vous les éléments qui vont être déterminants dans le fait que derrière, on va pas tous les réparer, hein, on va pas tous les rafistoler, mais est-ce que vous allez prendre plutôt... vous allez me répondre que vous ne pouvez pas encore répondre à la question, mais malgré tout, est-ce que c'est plutôt l'état de la centrale? Est-ce que, parce que vous en avez assez peu parlé, mais est-ce que la question des événements externes, et notamment tous les événements extrêmes liés au réchauffement climatique, de la température de l'eau jusqu'aux tempêtes pour les centrales qui sont en bord de mer, qui peuvent être un élément déterminant, dire on privilégie les centrales les moins exposées dans celles qu'on rafistole. Donc, comment vous abordez cette question qui va être absolument centrale de savoir qu'est-ce qu'on carène et qu'est-ce qu'on carène pas? J'ai donné la parole à Pierre-Jean Rochette et puis à Hervé Gillet. Après, normalement, il n'y a plus de demande de parole. Non, mais ma question, je suis là, portait sur la souveraineté et sur la protection vis-à-vis des ingérences étrangères, donc elle a été posée. Voilà. J'écouterai la réponse qui fera pour plusieurs demandes de parole. Merci. J'aime bien ton pragmatisme. Hervé Gillet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général. On voit bien que l'essentiel du temps et de l'énergie qui va être consacré dans les semaines et les mois qui viennent, ça sera au niveau de l'organisation et de la réorganisation. Dans un contexte qui est quand même très contraint, compte tenu de la nature des demandes. Et donc la première question, c'est sur la nature des demandes, est-ce que vous allez vous positionner aussi sur le plan de développement des EPR2 et de quelle manière ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des attentes très fortes au niveau des territoires, des mises en concurrence de territoires, avec bien sûr des enjeux spécifiques et d'analyse au niveau de ces territoires dans leur capacité d'accueil des futurs EPR2. Et je voudrais savoir si la future organisation, l'ASNR, aura donc une responsabilité en la matière. Donc vous nous avez fait donc une présentation très appliquée et on peut le reconnaître de votre vision en termes de réorganisation, mais je crains que le temps et l'énergie qui sera consacrée à celle-ci nous empêche de regarder concrètement un certain nombre de sujets qui sont en train de se développer. Le deuxième sujet que je voudrais aborder avec vous, et vous ne l'avez pas abordé, et j'étais un peu surpris, on sait très bien que dans cette fusion, la question de fond aujourd'hui, c'est comment se départir d'être à la fois juge et partie. Et donc, il y a une question de la qualité de la communication qui est très forte, bien sûr, avec l'ensemble des parties prenantes, mais je dirais plus spécifiquement avec l'ensemble des Français. Et il est logique que dans une démarche de transparence aujourd'hui et de qualité de communication, vous répondiez aussi à ces enjeux qui permettent de lever tous les doutes de juges et parties concernant effectivement ce projet. Et à aucun moment, vous n'avez évoqué cet enjeu-là. Et je trouve que là, il y a quand même une question de fond. Quelle va être véritablement votre stratégie, votre plan d'action, votre plan de communication pour démontrer qu'effectivement, il n'y a pas d'interrogation profonde sur les risques qui étaient posés sur la table et qui demeurent sans doute sur cette question de juge et partie? Il n'y a plus de demande de parole? Oui. Merci, Monsieur le Président.
permet de revenir sur la question des 17 millions d'euros, qui n'est pas un petit sujet dans le cadre de cette fusion, mais aussi sur dans les missions de préfiguration et de préparation, de rapprochement des deux entités. Qu'en est-il exactement de la préparation des exercices, notamment de simulation de crise sur les INB civils, mais aussi sur les INB classés secret défense. Nous avons bien entendu, Monsieur le Directeur Général, qu'il y aura un fonctionnement dégradé pour tout ce qui relève du volet administratif. Mais qu'en sera-t-il pour ces enjeux majeurs? Et la question des simulations de crise sur les INB classés secret défense rejoint ce qui a été évoqué par plusieurs collègues concernant les tentatives d'ingérence étrangère sur ces sites dont nous connaissons bien évidemment la sensibilité toute particulière. Je vous remercie. Si je vous donne la parole pour répondre à mes collègues. Merci. Merci, Monsieur le Président. Comme il y a eu beaucoup de questions, je vais essayer de les regrouper. N'hésitez pas à me signaler si j'en ai oublié, parce qu'elles ont été reprises à plusieurs titres. Je vais commencer par la question du sénateur Chevrolet sur la question de sécurité. Les enjeux de sécurité sont pris en compte par l'autorité de sûreté, notamment dans la définition des événements d'agression que peuvent subir les installations nucléaires. Bien évidemment, le sujet de la sécurité et de la sûreté a fait l'objet régulièrement de débats, y compris devant votre Assemblée, pour savoir s'il faut les rapprocher ou les laisser juxtaposer. C'est un sujet sur lequel l'autorité de sûreté a, par le passé, plutôt demandé à ce que ça soit rapproché. Le choix, pour d'autres raisons, a été fait aujourd'hui de les maintenir séparés. Ce qui est important, en tout cas, dans tous les cas, c'est que la proximité reste forte. Parce que les experts des uns ont besoin des experts des autres. C'était notamment un de mes points de vigilance avant même de savoir que je serais proposé par le Président de la République sur cette fonction-là, que la réforme qu'on envisageait ne dégraderait pas les relations et la proximité qu'il y a entre l'actuel DEND, la direction spécialisée sur les questions de défense de l'IRSN, et la future ASNR. J'ai été de ce point de vue-là rassuré par le fait que les deux organisations allaient rester à Fontenay-aux-Roses et donc cette proximité se maintiendrait. Pourquoi cette proximité est importante? Elle est importante parce que l'autorité de sûreté de défense a besoin de la proximité avec les experts de l'autorité de sûreté civile, que les experts de l'autorité civile a besoin aussi du retour d'expérience des petits réacteurs, notamment ceux de la propulsion navale, qu'enfin, comme vous le soulignez avec les questions de sécurité, il faut qu'il y ait une grande proximité pour pouvoir intégrer les enjeux de sécurité dans la démonstration de sûreté des installations nucléaires de base. C'est vrai sur la sécurité classique des agressions, du terrorisme, des avions, mais également sur les sujets montants comme ceux de la cybersécurité. Je suis passé, comme vous l'avez vu dans mon parcours, j'ai passé 5 ans au cabinet du ministre de la Défense et donc j'ai pratiqué à l'époque très étroitement le délégué à la sûreté nucléaire de défense et le maintien d'une proximité forte entre l'ASN et la SND sera un de mes enjeux. C'est vrai en termes de proximité des équipes, d'organisation du travail, mais également au plus haut niveau entre les deux autorités de sûreté. Vous évoquiez également les questions de cybersécurité. C'est des sujets qui sont déjà pris en charge, mais qui sont clairement, je remettrai vraiment aussi dans les thématiques émergentes et montantes. On sait tous que la cybersécurité a changé de nature en quelques années depuis l'époque du Covid. Paradoxalement, une sorte de concomitance avec cela. Nous-mêmes, à l'ANDRA, on est un opérateur d'importance vitale et on a beaucoup développé les enjeux de sécurité et de cybersécurité. Il y a eu ensuite plusieurs questions de M. Chevrolet, de M. Dantec, je crois. Pardon. Chevrolet et sur la transparence et puis à la fin effectivement sur la Monsieur Gillet, voilà, sur la transparence et le dialogue. Je pensais l'avoir évoqué, donc je l'ai peut-être pas suffisamment développé. Je vais le développer en 2 temps, transparence et puis plus généralement dialogue. Transparence, il n'y a aucun doute pour moi
que la transparence est une exigence et quelque chose de tout à fait naturel. Elle se fait au travers de la publication de l'ensemble des avis et des expertises. Elle se fait au travers de la mise à disposition au niveau local et au niveau national de l'ensemble des informations disponibles. Vous le savez, l'ASN a depuis longtemps un partenariat très étroit avec les commissions locales d'information. Voilà, ça fait partie des éléments fondateurs. Là où il y a eu débat ces derniers mois, c'était sur la temporalité de la publication des avis. C'est un micro-sujet. Et d'ailleurs, j'espère bien qu'on ne fait pas la réforme ASN-ASNR uniquement pour la question du calendrier de publication des avis. Pourquoi il y avait une question? Il y avait une question parce que, et je vais le développer après quand on va parler d'expertise et de décision, parce qu'il y a une succession de production d'avis, d'avis d'experts, d'avis de groupes d'experts, d'avis et de décisions, qui, jusqu'à récemment, étaient publiés au fil de l'eau. Est-ce que les publier au fil de l'eau était un gage de transparence? Est-ce que les publier au fil de l'eau était un gage du caractère compréhensible et lisible de la procédure? Non, parce que ça ne traduisait absolument pas la maturation de la décision publique. Ça ajoutait juste la cacophonie. J'en citerai pour un exemple que nous avons tous vécu comme citoyens, qui était le couvercle de la cuve de Flamanville. Ça a été une succession d'avis successifs où personne ne comprenait exactement la nature du débat à la fin. Donc il n'y a pas de doute que tout doit être publié. En revanche, sur une procédure qui dure quelques mois, il y a un enjeu à tout publier en même temps. Et ce que j'appelle en même temps, c'est l'avis de l'expertise qui a été rendu en son temps, puis l'avis du groupe permanent d'experts qui challenge cet avis d'experts. Et ça, c'est très important. L'expertise, c'est fait aussi pour être challengé. Et enfin, l'avis final du décideur qui dit qu'est-ce que je prends comme décision. Et en publiant l'ensemble en même temps, et tout étant publié, on a vraiment là la maturation de la décision publique telle qu'elle s'est réalisée. Et là, on peut comprendre ce qui se passe. Et pas à un premier temps où on dit la cuve n'est pas bien, puis après on dit mais finalement elle n'est pas si mal que ça, et à la fin vous me la changez quand même. Je caricature un petit peu, je force le trait parce que c'est un peu caricatural de la façon dont ça s'est passé, mais ça donne un peu cette impression à l'extérieur. Donc tout doit être publié. En revanche, il faut les publier dans un bon rythme et un bon temps qui permettent la compréhension du public. Bien évidemment, en termes de transparence, et je termine sur la question des avis sur ce point-là, quand la procédure dure 30 mois d'instruction technique, le meilleur cas est le dossier CIGEO, il faut prévoir des jalons intermédiaires. Et ça a été un consensus entre toutes les parties tout de suite, sans discussion, qu'il y avait un enjeu, puisqu'il y a 3 temps d'instruction à CIGEO, de publier l'avis d'expertise de l'IRSN, l'avis du groupe permanent et l'avis de suite de l'ASN à chacun des grands temps de l'instruction. Dans le cas de CIGEO, sur 30 mois, il y a 3 grands moments, 3 grandes réunions du groupe permanent d'experts. Et bien, à chaque fois, on va publier le package avis d'experts, groupe permanent d'experts, avis de suite de l'ASN. Ça permettra aux gens, au public, aux parties prenantes, de pouvoir suivre l'évolution de l'instruction, mais avec une lisibilité sur la maturation. Mais l'interaction avec la société, ce n'est pas que du dialogue, ce n'est pas que de la transparence, c'est beaucoup plus global, c'est l'ensemble du dialogue avec la société. Et donc, comme je le disais dans mon propos introductif, il n'y a pas de débat sur le fait que le dialogue avec la société, c'est un pilier de la légitimité de l'autorité de sûreté nucléaire. Et ça ne se discute pas. C'est quoi les enjeux? Les enjeux, c'est déjà qu'on ne part pas de rien. On ne part pas de rien parce que l'IRSN a été un établissement qui a été très précurseur en termes d'expertise participative, en termes de dialogue avec la société, d'ouverture avec la société, en termes de création d'outils pour dialoguer avec cette société. Mais l'ASN aussi, et l'IRSN ensemble, elles ont aussi innové ces dernières années. Je reviendrai tout à l'heure sur la question de l'extension de durée de vie. L'extension de durée de vie au-delà de 40 ans des réacteurs de 900 MW présentait un certain nombre de challenges, y compris qui méritaient d'être discutés avec la société. Très en amont, il y a eu une concertation qui a été menée, préparée avec le HCT-ISN et qui a été menée sur ce qu'on appelait la VD4, la 4e visite décennale des 900 MW. Et donc ça a été un apprentissage de ce que doit être la concertation au grand moment de décision. Pourquoi aujourd'hui on peut mieux faire? On peut mieux faire parce que
il reste beaucoup de temps de pure consultation, parfois très en aval, qui ne sont pas forcément bien comprises, et qu'il faut renforcer les discussions plutôt en amont. Je prends un exemple de consultation qui n'est pas forcément totalement comprise. Quel est le sens d'une consultation pour le démarrage de Flamanville 3 après 12 ans de construction et des années de procédure? En revanche, je citais le cas des VD4 de 900 MW, cette concertation, elle, par contre, elle avait énormément de sens très en amont. Donc il y a des enjeux de où on les fait. Il y a aussi des enjeux de avec qui on les fait. Il faut aussi constater qu'on reste quand même beaucoup dans l'entre-soi, même avec les parties prenantes. C'est bien qu'on ait fait monter l'expertise non institutionnelle, et l'IRSN l'a fait ces dernières années, sur un temps long, avec le dialogue technique, notamment avec les parties prenantes. Pour autant, c'est quand même beaucoup dans l'entre-soi, et je me suis replongé dans le rapport fondateur qu'avait réalisé Georges Mercadal, qui est un ancien président de la CNDP, vice-président de la CNDP, je crois que c'est en 2008, pour donner des éclairages à ce que devait être l'ouverture à la société de l'IRSN. Il y a des choses qui ont été faites, beaucoup a été fait, mais il y a aussi des sujets sur lesquels on a peu avancé, notamment la mobilisation de publics plus éloignés de nos sujets, des étudiants, des chercheurs mais qui ne sont pas directement sur nos sujets, des jeunes. Et pour avoir pratiqué cela ces dernières années, je pense qu'il faut qu'on aille les chercher. Il faut aller les chercher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que des débats techniques. On va avoir autour des grandes décisions aussi des enjeux. Quelle sûreté pour les réacteurs existants au regard des réacteurs futurs? On peut imaginer plein de décisions de sûreté qui méritent d'être aussi dialoguées avec le grand public. Et enfin, il faut aussi reconnaître que chacune des institutions ayant développé sa propre dialogue avec la société, c'est quand même assez touffu. Il y a beaucoup de comités, pas toujours positionnés au bon moment de rendez-vous. Et donc il y a un vrai enjeu de reconstituer une feuille de route à l'échelle de l'ensemble de l'autorité de sûreté future, de la SNR, en identifiant les grands moments de discussion, si possible le plus tôt possible, en amont des grandes décisions, sous quel format, avec quelle ambition et quelle forme. Est-ce que c'est du dialogue technique? Est-ce que ça doit être une conférence citoyenne? Voilà, c'est ça qu'il va falloir construire, et de manière plus lisible. Même les gens qui sont assez près du dispositif, honnêtement, et j'en ai discuté avec certains d'entre eux, quand ils sont externes au dispositif actuel, ont parfois du mal à s'y retrouver dans les différents comités. Le troisième sujet qui a été évoqué à plusieurs reprises est celui de expertise, décision, indépendance, juge et partie. Je vais revenir à ce que j'ai dit dans mon propos liminaire et le développer un peu plus. La question de l'expertise décision, ce n'est pas une question de juge et partie. La question de l'expertise de décision, c'est la question de la maturation de la décision publique. C'est pour ça que je prends souvent cette image de la colonne à distiller. La colonne à distiller, pourquoi? Parce que ça va être un processus où chaque étage va produire ce qu'il a à produire pour monter et maturer ce qui à la fin est le distillat final qui est la décision publique. On va partir de l'expertise des métiers. Eux, c'est vraiment des experts très centrés sur leur métier, leur spécialité. Puis après, il va y avoir un deuxième étage plutôt d'expertise, toujours qui intègre. Elle intègre ces différents métiers à l'échelle d'une installation, d'un objet, une usine, une centrale, un réacteur. À la fin de cette phase-là, qui est bien celle de l'expertise, il y a un avis d'expertise qui doit être rendu. Cet avis d'expertise, l'expert va dire la technique. Je répète, et vous me demandiez, je crois, quels sont en termes simples ce qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est que l'expert doit dire la technique, il doit dire toute la technique et rien que la technique. Il doit dire rien que la technique, c'est-à-dire qu'il ne doit pas prescrire la solution. Est-ce que c'est d'arrêter le réacteur tout de suite pour faire un essai? Est-ce que c'est d'imposer tel dispositif technique? Non, il doit dire toute la technique, son appréciation d'expert, de l'évaluation des risques. Il doit dire toute la technique, c'est-à-dire les certitudes, mais également les incertitudes, et il doit qualifier ces incertitudes. Est-ce que ces incertitudes résiduelles, quel est l'enjeu qui est derrière? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y a des risques importants derrière? Est-ce que c'est des risques relatifs? Comment on les met en perspective? Il doit dire tout cela, toute la technique, rien que la technique. Et après, il y a un deuxième temps qui n'est pas le juge, en fait, mais qui est celui qui va récupérer cette expertise, la faire d'ailleurs souvent challengée par un groupe permanent d'experts, c'est des experts externes à la SNR de demain et de l'IRSN et de la SN d'aujourd'hui, mais qui apportent leur expérience, leur regard, qui sont souvent des gens qui sont sortis des dossiers. Et puis après, on va rentrer dans la phase de préparation de la décision, et là, il va non pas être juge et partie, il va rajouter des enjeux. Il va intégrer des enjeux qui ne sont pas ceux de l'expertise,
qui sont ceux de la temporalité, de la faisabilité industrielle, de la priorité, de la hiérarchisation des enjeux. Voilà. Et je crois que je suis presque au bout. Et donc c'est ça qui va être la décision. Et donc il faut bien distinguer ces deux temps. Et ce qu'il faut, c'est distinguer ces deux temps. Ni plus ni moins. Mais ce n'est pas un enjeu de juge et partie. Après, j'essaie de vérifier. Dire la technique, ça c'est fait. Alors le PR2. Comme je l'ai dit, ce n'est pas à l'autorité de sûreté de dire le nombre de réacteurs qu'il faut. En revanche, c'est à l'autorité de sûreté de dire que ces décisions, elles doivent être anticipées de façon à ne pas se retrouver dans une situation où on serait obligé sans cesse de prolonger la durée de vie des réacteurs jusqu'à un moment où on aurait du mal à les prolonger. Donc, il y a un premier enjeu qui est de clarifier, parce que c'est des sujets de long terme, la stratégie de renouvellement du parc et sa temporalité, et en conservant des marges. Ça, j'insiste. Après, bien évidemment, l'autorité de sûreté, elle devra éclairer les enjeux de sûreté et d'environnement que peuvent poser tel ou tel site. Et puis surtout, elle instruira le moment venu les dossiers après débat public pour donner des autorisations de demande d'autorisation de création. Et c'est là que les enjeux d'approvisionnement en eau, d'impact environnemental seront traités d'un point de vue purement administratif. Alors, de manière un peu plus décousue, mais je voudrais répondre à tout. Le sénateur Fanien reposait la question des exercices de crise. En fait, la cellule de crise intégrée, elle a déjà été testée il y a une dizaine de jours sur un exercice dans des cas d'installation civile. À juste titre, vous soulignez le fait qu'il y aura aussi des exercices à faire sur des INBS en lien avec l'autorité de sûreté nucléaire de défense. C'est prévu, mais pas encore programmé. Pas du fait de l'ASN ou de la SNR, mais plutôt du fait de la SND à ma connaissance. Mais ça sera prévu. Indépendance, décision, je crois qu'on en a parlé. Est-ce que j'en ai oublié? Le carénage, si, le carénage. Ah, le grand carénage. Ah oui. Oui. Sur le grand carénage, je l'ai dit un peu dans mon propos liminaire. Quand vous reprenez le propos liminaire, on retrouve bien les enjeux. Pour le grand carénage, c'est quoi les enjeux? À 40 ans, c'était le renforcement de la sûreté, c'était le paquet post-Fukushima, et c'était plus généralement ce qui était aussi sorti du débat que j'évoquais de la conférence citoyenne qui s'était tenue sur l'allongement au-delà de 40 ans. À 50 ans, c'est la prolongation des efforts qui ont été faits sur les 40 ans, plus les événements extrêmes liés au changement climatique. Et donc aller examiner la résilience des INB aux événements extrêmes qui apparaissent dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. Plus généralement, au-delà, et d'ailleurs il y a un avis à ma connaissance de l'autorité de sûreté nucléaire qui est à la consultation en ce moment même sur les enjeux liés au réexamen de sûreté des génériques des 50 ans. Après, au-delà, 50 ans, 60 ans, voire au-delà, les enjeux sont bien évidemment le changement climatique, la connaissance et la recherche et la connaissance sur les équipements non changeables, vieillissement de matériaux, le béton, et de certains équipements non changeables ou difficilement changeables. Vous trouverez notamment dans le rapport de l'ASN l'évocation de certains morceaux de tuyauterie qu'il est difficile de changer pour des raisons de radioprotection et sur les travailleurs si on devait intervenir dans ces zones-là. Donc c'est cela qui se fait progressivement. Ce qui est important de retenir, c'est une approche par analyse générique, puis après au cas par réacteur, et puis l'anticipation, comme on a anticipé les 40 ans, maintenant d'anticiper les enjeux surtout des 50 et surtout des 60 ans. Parce que les 50 ans, c'est dans la continuité des 40, mais surtout des 60 ans, pour avoir la connaissance nécessaire si à un moment il faut instruire ces sujets. Voilà, et je m'arrête. Bien. Monsieur le candidat, je vous remercie. Nous allons passer au vote. Le rapporteur va vous appeler et vous irez voter à côté de Guillaume Chevrolier. L'urne est là. Voilà. Merci à vous. Je vous en prie. Je vous laisse partir et pour qu'on puisse voter. Oui. N'oubliez pas votre